Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition du journal sur Equinox Télévision. Au sommaire, la maltraitance des enfants prend une ampleur inquiétante au Cameroun. Abus sexuels, violences physiques et kidnapping sont le lot quotidien de plusieurs enfants. Selon des enquêtes menées dans certaines régions du pays, les filles sont les plus exposées. 2 ans après le processus ou les promesses d'accélération de la décentralisation, des élus locaux dénoncent ou se plaignent de bénéficier de très peu de projets de développement dans le département du Mbamekine. Ils ont fustigé l'incapacité des sénateurs à défendre les intérêts de leur collectivité territoriale. Voilà pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Ouvrons ce journal par l'histoire de ces 2 jeunes filles victimes de violences sexuelles et physiques à Limbé, dans le sud-ouest en crise. La première, nommée Manka, vit le martyre chez sa tante qui la soumet au quotidien à des conditions difficiles et dangereuses. La deuxième, qui a requis l'anonymat, a été abusée sexuellement par un jeune garçon de 13 ans, activement recherché par la police, qui veut assainir la société des responsables des violences faites sur le genre. On fait le point dans ce reportage de Kemazou Matilda et Di Juniora ici. In extrémiste, la petite Manka est retirée d'un enfer. La main enflée est l'un des symptômes physiques de son mal-être. Son bourreau est sa tante à qui elle a été confiée 4 ans plus tôt. La présumée coupable ne se privera pas de lui faire vivre des cauchemars. L'alerte est donnée par le propriétaire de la concession où réside la dite famille à Limbé, dans la région du sud-ouest. Chaque jour, elle tape sur cet enfant. L'enfant subit des tortures au quotidien. Parfois, elle essaye de fuir. Elle a traumatisé l'enfant au point où celui-ci ne peut plus s'exprimer normalement. Son apparence physique a tellement changé qu'on ne peut plus savoir si c'est une fille ou un garçon. Cet enfant allait mourir dans ma concession si je ne le sortais pas de là. La dame est alors mise aux arrêts par les éléments de l'unité de police spécialisée sur les violences liées au genre de Limbé. Également, un cas de viol sur une fillette de 3 ans est sur la table de cette unité. L'auteur de ce forfait serait un garçon âgé de 13 ans. C'est une petite fille de 3 ans. Elle a été victime de viol. Et son suspect, paraît-il, a 13 ans. La petite fille en question a été déjà présentée chez le médecin. Oui, elle a déjà son certificat médical qui atteste qu'elle a évidemment été violée. Et les auditions du suspect ont aussi déjà été prises. Maintenant, nous sommes en train de rassembler toutes les preuves afin de présenter ce dernier devant le procureur. C'est donc sous des chapeaux de roue que la nouvelle équipe conduite par Adieme Mvomo démarre la lutte contre les violences basées sur le genre. Naturellement, l'apport de la population est la bienvenue, tout comme des causeries éducatives avec les parents dans le but de sensibiliser ces derniers. Nous appelons vraiment les populations, oui, à lutter contre ces violences. Et nous constatons vraiment que les populations sont en train de venir se plaindre. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre à Limbé en ce qui concerne la lutte contre les violences basées sur le genre. Nouveau cas de kidnapping avec demande de rançon. Les faits se déroulent entre Bafoussam et Fumbot, c'est dans la région de l'Ouest Cameroun. Le jeune garçon de 6 ans a été enlevé par l'un de ses cousins à la sortie des classes. La mobilisation des forces de maintien de l'ordre a permis de le retrouver. D'autres précisions dans ce reportage de Mama Soufone et Gladys Sidi. Dans ce cas d'enlèvement, le ravisseur est un membre de la famille. 5 millions de francs CFA, c'est le montant de la rançon qu'il a exigé à la mère de cet enfant pour sa libération. Le petit Ryan a été intercepté par son cousin à la sortie des classes au quartier Balan dans la ville de Bafoussam et transporté à Fumbot dans le département du Noun. Il était allé à l'école pour composer et apparemment ils ont fini la composition à 13h30. Moi j'étais à une formation qui devait s'achever à 18h30.
C'est quand je suis en formation, on m'appelle, on me dit que l'enfant n'est pas rentré depuis. J'arrive à la maison, je commence la fouille. On me dit que depuis on fouillait et on n'a pas trouvé l'enfant. J'ai fouillé tous les ravins, j'ai consulté tous les voisins, où il y a les amis de l'enfant. Après des heures de fouilles infructueuses, elle va recevoir l'appel d'un homme exigeant de l'argent pour la libération de son fils. Je reçois l'appel d'un inconnu qui me dit qu'il a aperçu mon enfant quelque part à Makenene et ils sont ensemble. J'ai donc proposé que je peux alors faire comment pour entrer en possession de mon fils. Il me dit que je suis avec le fils et pour récupérer le fils, il faut une rançon. Et je peux alors faire comment? Il me demande combien moi j'ai. Je lui ai dit que je peux leur donner 200 000. Il me dit non, 200 000 ce serait minable. Il s'est éclaté de rire, se moquant de moi. Pour avoir votre enfant, il faut un montant de 5 millions. Et dans 24 heures, si ce délai passe, oubliez cet enfant. Cette mère désespérée va alors entreprendre de déposer une plainte à la police judiciaire. J'ai fait ma plainte. On a fait tout ce qu'il fallait et on a tracé, on m'a dit que l'enfant se trouve à Fumbot. À Fumbot, ce sont les éléments du commissariat de sécurité publique qui se sont saisis du dossier. L'enfant a été retrouvé en compagnie de 2 hommes, le cousin et son complice. Nous sommes descendus très promptement sur les lieux en pensant à première vue que ça pouvait être des affaires de violence sexuelle sur mineurs. Mais une fois interpellé et une fois l'enfant libéré, l'enquête a permis de déterminer que c'était plutôt un enlèvement. L'enfant retrouvé, désormais en compagnie de sa famille, ses parents envisagent de lui faire passer une série d'examens afin d'être fixés sur son état de santé. Plusieurs familles qui se sont construites au quartier Kolondom, une banlieue de Yaoundé, sont désormais dans la rue, la faute à des casses qui y sont intervenus pour installer un parc et des étangs piscicoles. Alors que les populations sinistrées s'en prennent à des particuliers, ceux-ci indiquent qu'il s'agit d'un projet initié par la communauté urbaine de Yaoundé. D'autres précisions avec Joël Essenger et Guizolo. J'avais fait regarder là où je me couche avec mes enfants. C'est la désolation pour de nombreuses familles au quartier Kolondom, dans la banlieue nord de Yaoundé. Ces familles qui se savaient propriétaires, après avoir acquis des terrains, se retrouvent dans la rue suite aux casses qui viennent d'y avoir lieu sur un site de plus de 10 hectares. Ce sont des profils divers qu'on retrouve sur ce site entre déplacés internes, commerçants et éleveurs qui affirment n'avoir pas été avertis. Alors comme j'ai fui de la guerre, pour amener le peu d'argent que j'ai pour trouver la paix, à Yaoundé, à côté du père, j'ai fui la guerre, j'ai fui l'Amazonia, je viens à Yaoundé, je trouve le vrai Amazonia. Me voici avec mes enfants, je vais aller où? Je dors sur la pluie. Là où je suis dehors. La pluie de cette nuit est sur moi avec mes enfants. Quand ils sont rentrés de l'école, ils étaient dehors, ni habits. Mon lit même, il n'y a même pas moyen. La communauté, ils ont pris l'engin, ils ont couvert tous mes outils, mes mamies, tout. Je n'ai pas où aller, même dormir. La nuit, les bandits me visitent. Non, je n'ai jamais été avisé. On fait mes rappels pour me dire que les engins sont entrés pour casser la ferme. Quand j'arrive donc, je constate que les poules sont seulement versées au sol, elles étaient toutes mortes, presque toutes mortes. Mon mari sort, il les voit venir là, il me dit que voilà les engins qui arrivent. Je dis peut-être que c'est pour arranger la route. La surprise était seulement on te casse la maison. En revanche, plus loin, toujours dans cette zone, d'autres riverains sont inquiets du fait qu'ils ont vu leur maison ceinte des croix de Saint-André et attendent en quelque sorte leur tour. Les agents de la communauté urbaine sont venus un jour, ils ont commencé à écrire dans tout le quartier en nous laissant des convocations. Nous sommes arrivés là-bas plus de 2-3 fois. Personne ne nous a reçus, ils ont dit qu'ils se sont trompés de site. On a fait pratiquement 2 à 3 jours dans leurs locaux. Personne ne sortait, nul n'était même concerné. Ils ont dit qu'ils ne sont pas au courant des convocations. Qui est derrière cette initiative? Si l'on parle de la communauté urbaine, notamment de sa direction de l'urbanisme, DUP, les populations donnent d'autres arguments.
On avait borné le terrain depuis 86. Les titres sont sortis. On avait fait un pont en bas là. C'est là où M. Olingange Jean-Claude est venu nous dire que le pont que vous avez fait là, c'est une zone verte. Dès qu'il est venu, il a cassé le pont. Toujours à notre absence. Comme on a vu que maintenant, ça fait déjà longtemps, la DEP ne réagit pas pour payer les indemnités des gens. J'ai écrit au ministre. C'est là où le ministre m'a répondu. C'est là qu'on a repris encore les travaux. On n'est pas loin de voir que la famille Andjé continue à faire son travail, c'est-à-dire écraser tout le monde et que tout doit les appartenir. Parce que la seule et unique maison qu'on a vue dans le plan de DUP caduc, c'est la seule maison de l'un des frères Andjé. Donc rien d'autre n'existe. C'est eux qui sont à l'origine du projet, même comme ce n'est pas valable, mais c'est eux. Mise en cause, Jean-Claude Olinga Andjé, que nous avons pu joindre, explique que le site Kérélé devra faire l'objet des travaux de la part de la communauté urbaine de Yaoundé. Quant à la communauté urbaine, justement, où nous nous sommes rendus, le directeur de l'urbanisme s'en est remis à un de ses collaborateurs qui a martelé au déguerpi que la communauté urbaine a le dernier mot sur ce terrain au-delà du ministère des Domaines. Pour les victimes des casses en Kolondom, il est incompréhensible qu'on les déloge pour installer un parc et des étangs piscicoles dont l'utilité reste à démontrer. On a les documents puisqu'on a été au ministre. Oui, le ministre nous a répondu. 3 individus spécialisés dans la confection de faux timbres et autres documents administratifs viennent d'être appréhendés par les éléments de la brigade anticriminalité de la police judiciaire de Douala. L'opération de filature a débuté après le dépôt de 4 passeports suspects à l'aéroport international de Douala. Plus de détails dans ce reportage de Claude Kwa, Rombiongula. Les timbres apposés sur ces passeports ne sont pas des vrais, ainsi que ces multiples cachets portant les noms de plusieurs autorités administratives et judiciaires. Ils sont l'œuvre de ces 3 présumés faussaires qui sont tombés dans les mailles de la police judiciaire de Douala. Tout est parti du dépôt de 4 passeports à l'aéroport international le 24 mai 2022 pour les formalités de régulation du visa. Il s'est avéré que ces passeports étaient revêtus de faux timbres de 50 000 francs. Une fois en possession de ces passeports, l'individu qui les a déposés a été interpellé et une opération menée conjointement avec l'aéroport, le commissariat à l'aéroport et les éléments de notre brigade anticriminalité a permis de mettre la main sur 2 autres membres du même groupe criminel organisé. Ce gang est également spécialisé dans la production des actes de naissance falsifiés, les faux relevés de notes et diplômes. Les éléments de la brigade anticriminalité de la police judiciaire ont saisi l'occasion pour mettre en garde tous les autres faussaires et les citoyens. Quel que soit l'itinéraire qu'ils emprunteront, ils seront toujours interpellés parce que la police est engagée pour lutter contre la contrefaçon. Et aux citoyens, nous leur conseillons de toujours faire établir leurs documents là où cela doit être et éviter les réseaux détournés qui amènent souvent à dépenser beaucoup plus d'argent que dans la voie normale. Après exploitation, ces individus seront mis à la disposition du procureur de la République près du tribunal de grande instance du Vouri. S'apparente à un désaveu des sénateurs de la région du centre par les élus locaux en visite de travail à Antui dans le département du Mbamekim. Les parlementaires de cette région ont essuyé la colère des maires et conseillers régionaux qui dénoncent le désenclavement et le sous-développement de leur département. Faute de moyens financiers, ces élus locaux peinent à œuvrer pour le développement de leur population. Charles Melingui, Emmanuel Job et Aïtiri. En pleine nuit, sur la route qui mène en Tui, précisément au quartier Tamba, dans le département du Mbamekim, des voyageurs pas comme les autres. Le groupe des sénateurs de la région du centre, puisqu'il s'agit d'eux, goûte au calvaire des populations sur cette route. Regardez comment je suis, envoyé vite le goudron. Dans l'obscurité, rien d'autre que des phares des véhicules pour servir d'éclairage aux occupants, contraints de descendre afin de pousser les voitures. Le département du Mbamekim est un véritable bassin agricole, mais faute de route, les produits ont du mal à être écoulés.
Nous avons des populations actives, très dynamiques, qui produisent des richesses, qui produisent la nourriture. Et cette nourriture doit être évacuée sur les marchés. S'il n'y a pas de route, alors les productions des populations vont évidemment périr. Les travaux de construction de la route de Ntui, notamment le tronçon Yoko-Ntui, ont été lancés il y a plusieurs années. Élite du coin, René Emmanuel Sadi, dénonce la mauvaise foi de certains qui portent un coup à l'avancement des travaux. L'UTT, l'irresponsabilité de certains, aujourd'hui depuis 6 ans que cette route a commencé, elle serait certainement une réalité, elle serait terminée. En déplacement dans le département du Mbam-Mekim, le groupe des sénateurs de la région du centre est accueilli par une panoplie de doléances, à commencer par le paiement des impôts qui se fait en ligne et en direction de Yaoundé, asséchant ainsi les caisses des collectivités territoriales décentralisées. Au grand mépris de la loi numéro 2009/19 du 15 décembre 2009 portant fiscalité locale, l'opération suite à une circulaire se fait désormais en ligne à destination de Yaoundé, d'où le retour demeure un véritable serpent de mer. Toute chose qui paralyse complètement le fonctionnement des communes avec pour dangereuses conséquences la démotivation du personnel qui accumule plusieurs mois d'arrêt de salaire. Pour le maire de Ntui qui s'exprime ainsi, cette pratique, alors qu'on parle décentralisation, consacre plutôt une centralisation à outrance. Les caisses des communes sont d'autant plus vides que les 15% du budget attendu ne sont toujours pas transférés. En Ntui, les élus locaux attirent l'attention des sénateurs à ce sujet. Vous les sénateurs, au niveau du Parlement, vous essayez de faire appliquer la loi qui demande une affectation de 15% aux collectivités décentralisées, 15% du budget national. Acculés de toutes parts, les sénateurs en visite en Ntui justifient le non-transfert des ressources par l'indisponibilité des moyens financiers, surtout par ces temps de crise sanitaire et de crise ukrainienne. Nous passons une phase excessivement difficile, en dehors du Covid, aujourd'hui la guerre en Ukraine, et en plus de ça, certaines revendications font que l'argent, nous ne l'avons pas. Nous faisons le maximum pour que les choses aillent mieux. Ça ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que nous venons vous expliquer ce que nous faisons. Mais comme si ces explications étaient peu convaincantes, le préfet du département du Mbam-Mekim exhorte les sénateurs du centre à faire plus s'ils veulent montrer qu'ils prennent véritablement en compte les doléances des populations. La prise en compte des intérêts des collectivités territoriales décentralisées doit se traduire par le financement effectif des compétences transférées, afin de stopper toutes les tentatives de recentralisation rampante. Il s'agit aussi de protéger et de consolider les recettes fiscales locales de nos collectivités territoriales décentralisées. Les sénateurs de la région du centre se rendaient dans le Mbam-Mekim pour une cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du département. Ils ont été confrontés aux difficultés que vivent les populations au quotidien. Et après ce reportage de Haït Cyril et Charles Melingui, il convient de rappeler que les conseils régionaux font du surplace. C'est le cas dans la région du centre où les projets portés par le budget 2022 peinent à être exécutés faute de moyens financiers. Les conseillers régionaux ont saisi l'occasion d'une rencontre avec les sénateurs du centre pour leur demander de plaider auprès du gouvernement pour que les 15% du budget dédié à la décentralisation soient effectivement transférés. Charles Melingui, Marcel Enganson. Environ 22 milliards 450 millions de francs CFA pour la région du centre. Un peu plus de 4 milliards 560 millions pour l'ouest et à peu près 10 milliards pour le sud. Quels sont quelques-uns des budgets votés en fin d'année dernière, mais qui peinent à être exécutés 6 mois après? Dans le centre, par exemple,
13 milliards et demi sur les plus de 22 milliards adoptés sont dédiés aux investissements, soit plus de 60% du budget 2022. Mais sur le terrain, rien de concret n'a été fait jusqu'ici. Pourtant, la priorité de ce conseil devait être accordée à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales et régionales. C'est ainsi qu'un accent devait être mis sur le démarrage des études techniques de la ceinture routière régionale qui permettra de relier les 10 départements de la région du centre. Le désenclavement est l'une des actions prioritaires pour que les autres suivent, parce que la route joue un rôle très important dans la vie des populations. Quand il n'y a pas de route, il n'y a pas que le problème d'évacuation des produits agricoles, il y a même le déplacement des populations qui, n'est-ce pas, dépendent de l'état des routes. Il en est du centre comme des autres régions qui, 2 ans après avoir été dotés de leur conseil, peinent à mener à bout la barque du développement, laissant ainsi les populations sur leur soif. Comme tout bébé qui marque difficilement ses premiers pas, les conseils régionaux misent sur les 15% de la dotation générale de la décentralisation contenue dans le décret présidentiel du 28 décembre 2021. Les sénateurs, vous nous représentez au Parlement. Nous voulons que vous jouiez ce rôle, que vous soyez les moteurs, que vous soyez au sein et au centre de ces lobbying pour que les collectivités décentralisées puissent faire le travail d'amélioration des conditions de vie des populations. Au niveau du Parlement, vous essayez de faire appliquer la loi qui demande une affectation de 15% aux collectivités décentralisées, 15% du budget national. Cette dotation est de 125 milliards 772 millions de francs CFA pour le fonctionnement et de 106 milliards 400 millions de francs CFA représentant la dotation générale d'investissement. Sur les 36 milliards dédiés à la décentralisation, 30 milliards sont prévus pour la mise en place et le fonctionnement des régions et 5 milliards pour autres emplois. Le décret présidentiel est même plus explicite lorsqu'il octroie à chaque région une dotation de 3 milliards de francs CFA. Mais il ne s'agit que d'un appui qui ne saurait permettre aux conseils régionaux de relever les nombreux défis qui les interpellent. Aussi doivent-ils impérativement mobiliser leurs propres ressources. Mais à l'état actuel de leur fonctionnement, force est de constater que la mobilisation des recettes n'est pas la chose la plus aisée. Et sans ces ressources financières, l'on voit mal comment les projets pourraient quitter les tiroirs pour prendre corps sur le terrain. Du coup, l'essentiel des ressources disponibles est affecté au fonctionnement, au détriment des investissements. C'est pourtant sur ce terrain que les 10 conseils régionaux sont attendus par les populations. Et du sport dans ce journal, à plus que 48 heures et les Lions indomptables du Cameroun seront face à une sélection des joueurs locaux. Programmée au stade de la réunification de Douala, la rencontre est préparatoire à l'entrée en lice des Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Pour Eric Maxime Choupo-Moting et ses coéquipiers, la rencontre contre les locaux n'a rien d'amical. Engagement et concentration sont de mise. D'autres précisions avec Al-Siré. Ambiance bon enfant dans la tanière des Lions indomptables. L'équipe prépare le match contre la sélection des joueurs locaux. Pour Eric Maxime Choupo-Moting, il ne s'agit nullement d'un match amical. Concentration et détermination seront de mise. Il y va de la qualification pour la CAN 2023 et de la préparation de la Coupe du Monde 2022. Je suis très content d'être de retour au Cameroun avec mes coéquipiers. C'est toujours un plaisir et toujours un honneur de jouer et de représenter le pays. On va prendre ce match amical aussi sérieux parce que c'est un match de préparation. On se concentre pour la qualification de la CAN en Côte d'Ivoire, mais c'est en même temps aussi une préparation pour la Coupe du Monde. Les joueurs sont donc gonflés à bloc. Ignatius Ganago affirme que s'il a du temps de jeu face à la sélection des joueurs locaux, ce sera enfin l'occasion de montrer ce qu'il n'a jamais pu faire avec les Lions indomptables. J'ai pas vraiment encore prouvé quelque chose dans cette équipe nationale, mais j'ai vraiment à cœur de faire de grandes choses pour cette nation. Donc voilà, c'est pour ça que je travaille tous les jours pour m'améliorer. Comme ça, dès que j'aurai mon temps de jeu, je ferai tout pour montrer de quoi je suis capable et de pouvoir aider mon équipe. Georges Kevin Koudumbida est né à Versailles. Après avoir longtemps hésité entre la France et le Cameroun, il a finalement dit oui à l'équipe nationale du Cameroun. Face aux joueurs locaux,
L'attaquant de Beşiktaş Istanbul en Turquie veut se convaincre qu'il n'a pas fait le mauvais choix. C'est un honneur d'être ici, même si je sais que ça fait longtemps que l'équipe m'a appelé, mais je prenais une décision. Et aujourd'hui, j'ai pris la bonne décision de venir et je suis très content d'être là. Je vais faire le nécessaire pour aider l'équipe avec mes qualités. Donc, s'ils sont un peu là, moi, je vais répondre présent. Pour cause de disqualification du Kenya, les Lions indomptables affrontent une sélection des joueurs locaux au stade de la réunification à Douala. Match de préparation avant d'affronter le Burundi dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023.